Dans le schéma, vous faites pas tellement de différence entre système d'assainissement collectif et système d'assainissement individuel. Alors, il y a une grande différence, effectivement. Dans les grandes villes, d'ailleurs, on a un système d'assainissement collectif parce qu'on a un habitat qui est groupé et qu'on a intérêt à avoir un système de traitement qui soit centralisé parce que c'est reproduire en fait en compact ce que la nature fait très bien elle-même. Lorsqu'on est dans des zones qui sont rurales, on fonctionne en assainissement non collectif ou assainissement individuel. Pour des raisons pratiques, c'est parce que tirer des tuyaux sur de très très grandes distances, le gain environnemental n'est pas forcément bon, parce que l'assainissement individuel, s'il est bien entretenu, s'il est bien conçu, s'il est bien géré, c'est pas du tout un assainissement de seconde catégorie, ça peut être un très bon assainissement, ça fonctionne très bien, et ce qui compte finalement c'est l'impact environnemental, je dirais que l'assainissement non collectif est une mauvaise image, oui. Alors qu'en fait, bien géré, bien traité, ça va dépendre aussi du milieu dans lequel on se trouve, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est vrai que du coup, vous parlez du système d'assainissement individuel et de leur mauvaise image. Et j'avais lu quelques articles sur l'assainissement individuel et le bilan était justement en France assez médiocre sur la qualité. Je crois qu'il mentionnait près de 80% des ménages qui n'étaient pas du tout aux normes au niveau de l'assainissement individuel. Les normes, c'est un critère qui est fixé par rapport, je dirais, à une situation. Après, vous avez des non-conformités par rapport à la norme qui sont sans impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution de l'environnement. Vous avez des non-conformités avec impact sur l'environnement, avec pollution du milieu naturel. Et donc, la conformité à la norme, c'est une chose, c'est la conformité par rapport à une règle qui est plus récente que les installations qui parfois ont été conçues il y a 50, 60 ans. Mais si vous n'avez pas si elles fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas d'impact sur le milieu, vous pouvez être non conforme sans impact sur le milieu naturel. Donc, selon vous, l'assainissement individuel en France, s'il est non conforme, ou en tout cas un impact limité sur l'environnement? Non, je dirais que ce qui compte vraiment, c'est plus l'impact sur l'environnement que le degré de conformité à la norme. D'accord. Voilà. Et ça dépend des situations. Vous avez des situations avec un sol argileux dans lequel vous n'aurez pas d'infiltration. Vous avez des situations où vous avez au contraire une zone d'infiltration qui est parfaite avec une végétation autour qui va absorber tout ça. Et donc, vous avez un rejet qui est épuré, déjà, et puis un impact environnemental qui n'est pas bon. Par contre, si vous avez, par exemple, pas de fosse ou de décanteur, ce qu'on appelle une fosse de décantation, si vous n'avez rien du tout, vous rejetez vos eaux brutes directement, là, vous avez un impact environnemental et vous êtes non conforme. Et donc, entre ces deux situations, laquelle est-ce qu'on retrouve le plus dans l'assainissement individuel? Vous avez quelques proportions à nous donner? Je dirais que globalement, on voit, j'aurais un peu de peine, je ne suis pas un grand spécialiste de ce système, il y a des statistiques qui parlent, mais les contrôles qui sont faits montrent qu'on a plutôt globalement, la situation est passive. On a moins d'impact sur le milieu naturel qu'on a de non-conformité. D'accord. Et du coup, vous pensez que la politique française en matière de système d'assainissement individuel, elle prend quelle orientation à l'horizon 2020-2030? Vous savez un peu? Je pense qu'il ne faut pas être doctrinaire dans rien. On ne peut pas dire l'assainissement collectif avec des réseaux et des usines de dépollution au bout, c'est pas bien, et l'assainissement non collectif, c'est très bien. Et là, on a besoin d'une dose de chaque système en fonction principalement de la typologie, de la densité de l'habitat. Et ça, il y a la loi qui prévoit des schémas de zonage d'assainissement. C'est une étude où on dit, dans tel quartier, l'assainissement non collectif peut convenir, dans tel autre, il ne convient pas et il sera nécessaire de tirer un réseau d'égout. Maintenant, s'il faut tirer 2 km de tuyaux pour aller raccorder une maison, l'impact global environnemental entre les travaux, le bilan carbone des tuyaux, enfin tout ce que vous voulez, pas sûr que ce soit très gagnant par rapport à un système autonome correctement géré. Mais ces systèmes autonomes correctement gérés, est-ce qu'on voit une évolution au niveau des
Et quelle évolution est-ce qu'ils prennent au niveau vraiment concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Il y a d'abord la loi sur l'eau qui a mis en place des systèmes de contrôle, des obligations de contrôle tous les 8 ans, ça va, des obligations de vidange. Maintenant, si vous avez une maison qui est habitée 1 mois par an ou 12 mois par an, c'est paraît logique que vous la vidiez votre fosse 12 fois moins quand vous n'y venez qu'1 mois par an. C'est un exemple que la réglementation ne prévoit pas forcément. Oui. Donc il faut être malléable. Je pense qu'il faut être pragmatique, il faut être pratique, et il faut, je dirais, avoir le souci du résultat avant d'avoir le souci du respect de la norme. Mais le système d'assainissement individuel, en tout cas pas le point noir de la politique d'assainissement française? Je dirais que ça reste la politique d'assainissement française, mais globalement, je dirais en Europe et dans le monde, a fait énormément de progrès. Et les gros problèmes ont été de mieux en mieux traités. Et puis après, il reste des petits endroits qui sont à traiter, et dont l'assainissement non collectif fait partie, mais ce n'est pas le seul. Vous avez, par exemple, 80% des stations d'épuration en France qui font moins de 2000 habitants. Là-dedans, vous en avez beaucoup qu'on jugera non conformes. Maintenant, elles ne traitent que 8% de la population, alors que vous avez 70% de la population qui est traitée dans 10% des usines de dépollution. Et c'est peut-être ça qui est important. L'impact environnemental, il se fait aussi en fonction du résultat global, du flux de pollution globalement traité. D'accord. Donc justement, puisque vous commencez à évoquer les stations d'épuration, passons donc au système d'assainissement collectif qui passe par ces stations. Et est-ce que vous pouvez nous décrire de manière globale qu'est-ce que font les différents types d'eau usée, jetée par les ménages, et quel est le cycle jusqu'à la station d'épuration? Écoutez, c'est simple. Ça sort de la maison, ça passe dans les égouts, ça arrive dans une usine où on enlève les gros déchets. Après, on enlève le sable, on enlève les graisses, et puis on a un traitement, globalement, on a un traitement biologique. On sépare les bouts de l'eau et on rend l'eau à la nature. C'est un schéma extrêmement classique, avec des variantes selon qu'on soit, avec des membranes, des filtres, des systèmes combinés. Là, vous avez beaucoup de systèmes d'installation, mais au global, c'est toujours comme ça que ça se finit. D'accord. Et donc, justement, par rapport aux boues dont vous parlez, qu'on va retirer des eaux usées, quelle est la part de ces boues qui sont incinérées et quelle est la part qui est enfouie dans les sols plutôt que revalorisée? Alors, on a en moyenne 4% des boues environ qui sont mises aujourd'hui en centre d'enfouissement technique, en décharge. Ça se réduit, c'est interdit normalement. Vous avez 70% des boues qui sont envoyées en revalorisation agricole, soit au travers de l'épandage direct, soit au travers du compostage. Donc de la boue, on l'envoie sur une plateforme de compostage, on fait un compost, ce compost, on l'envoie. Et puis on a une quinzaine de pourcents, à peu près, qui sont envoyés en revalorisation thermique, c'est-à-dire en incinération. Voilà. Et puis vous avez une dizaine de pourcents, c'est des filières autres. Par contre, ce qu'on voit émerger beaucoup, c'est la mise en œuvre de la méthanisation des boues, c'est-à-dire d'aller récupérer l'énergie pour produire du biogaz. Et alors, justement, on a différents types de boues et on a différentes méthodes pour les valoriser. Qu'est-ce qui fait que dans cette station d'épuration en France, on va plus envoyer nos boues dans la valorisation agricole via l'épandage, ou dans la valorisation agricole via le compostage, ou en incinération? Je crois que ça dépend en fait, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes, ça dépend de la situation géographique. Si vous êtes au milieu d'une zone agricole, je dirais forcément plutôt dans cette direction. Et si vous êtes coincé sur le littoral avec pas de possibilité de valorisation agricole, là aussi, étudier le bilan global. Est-ce qu'il est meilleur d'utiliser de la valorisation thermique sur site, ou est-ce qu'il faut les envoyer en camion très très loin? Et puis la première chose, c'est est-ce que vos boues sont conformes? Est-ce que vos boues sont conformes à une réglementation qui est extrêmement, je dirais, exigeante en matière de micropolluants en particulier? Donc les boues non conformes, on les incinère ou on les enfouit? Les boues non conformes sont systématiquement incinérées ou écartées du cycle de revalorisation. Donc en fait, vu le pourcentage de boues qui sont incinérées ou enfouies, il n'y en a pas tellement qui sont non conformes. Vous savez, ça peut arriver, ça arrive de temps en temps quand on a une pollution accidentelle, mais il y a des prélèvements qui sont faits très régulièrement, je dirais des analyses qui sont assez poussées. Il y a des lots qui sont conservés, et puis après, en fonction de, si le lot n'est pas bon, il ne part pas en valorisation agricole. D'accord. Et justement, en parlant, là, vous avez évoqué
tout à l'heure la non-conformité et l'impact environnemental en faisant une Oui. différence. Et justement par rapport à ces boues qui sont fortement pathogènes, si on peut considérer qu'elles sont non conformes, mais que la norme a été faite par exemple en l'an 2000, je ne prends pas une norme exacte, qui a été faite en l'an 2000, mais qu'on se rend compte en 2020 par exemple qu'il y a un composé dans une boue qui en fait est plus pathogène qu'un autre, mais on ne s'en est pas rendu compte avant. Comment est-ce que s'applique le principe de précaution dans ces cas-là, vu l'état des connaissances scientifiques qui peut évoluer à tout moment? C'est un vrai sujet. Je pense que déjà, on a acquis une connaissance, une compétence qui est quand même assez importante au niveau du suivi analytique des boues. Il ne faut pas oublier que les boues, c'est d'abord, la matière organique, 2, c'est à peu près 7 ou 8 kg d'azote par tonne, c'est ensuite 7 à 9 kg de phosphore, il y a un petit peu de potasse, et puis quelquefois on rajoute de la chaux pour les stabiliser. Donc avant tout, c'est un engrais. C'est un engrais agricole, au même titre que le fumier. Simplement, quand il a été composté, on passe par une phase d'hygiénisation à 60 degrés, donc la pollution bactérienne pendant une certaine durée, 3 semaines ou moins, donc il n'y a plus de pollution bactériologique. Après se pose la question, pour tout ce qui est micropolluants, métaux lourds, et toutes ces choses-là, elles sont déjà réglées par la norme. Il y a même un critère de qualité, on est en général au tiers de la valeur maximale de la norme. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Après, le principe de précaution, oui, il y a des traces de micropolluants, mais il y en a partout. Voilà. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'il y avait, qui ont été institués par la loi sur l'eau, c'était un fonds de garantie pour les terres qui recevaient d'épandage agricole. C'était une taxe qui était prélevée sur chaque tonne de boue. Ce fonds de garantie a été institué en 2006, il n'a jamais servi. Comment ça se fait ? Parce qu'il n'y a jamais de problème. Ah d'accord. Voilà. C'est parce qu'il y a un suivi qui est extrêmement, un suivi qui est très précis, qui est très rigoureux, avec des carnets d'épandage, c'est un vrai métier. Je veux dire, le suivi d'épandage, c'est un vrai métier, c'est extrêmement encadré. Vous avez des enquêtes publiques, vous avez des registres, vous avez des analyses qui sont faites sur les sols et tout ça. Donc ce fonds n'a jamais servi, à tel point que je crois qu'il a été supprimé. Il a été supprimé, du coup maintenant qu'il s'occupe des contrôles, on est sûr que non, les agents... le fonds, je dirais la taxe, si vous voulez, qui était prélevée par tonne de boue, alimentait un fonds de garantie qui n'a jamais été utilisé. Ce fonds de garantie persiste, mais je crois qu'ils ont supprimé cette taxe justement par tonne de boue. D'accord. Et donc du coup, comme il n'y a plus tellement de toxicité il n'y a pas tellement de toxicité dans les boues, vous